Merci d'être là. Donc, je suis Reda Yaïch, je suis le responsable de l'équipe cybersécurité au sein de l'Institut de recherche technologique Systemix. On est sur le plateau de Saclay, donc on est une organisation de recherche à but non lucratif pour faire de la recherche appliquée. Donc, on accompagne les grands groupes, les industriels, dans l'application des connaissances qui ont été créées par les académiques. Et je viens vous parler d'activités qu'on a en cours sur le programme Cybelia, donc, qui porte sur l'utilisation de l'IA pour augmenter les opérateurs cyber. Et c'est un programme qu'on mène avec RTE. Pardon. Donc c'est un programme qu'on mène avec RTE et Airbus Protect, qui sont deux acteurs assez connus, Airbus Protect pour la cyber et RTE pour la distribution de l'électricité, donc qui fait partie donc ce cas d'usage opérateur augmenté. Donc c'est un cas d'usage sur un programme qui couvre à la fois d'autres besoins cyber, notamment la cybersécurité embarquée pour les systèmes autonomes et la cybersécurité dans un cadre de collaboration étendue sur le partage et la collaboration et la gestion du risque en entreprise étendue. Donc voilà, donc je vais passer, on va dire, un peu de temps pour un peu vulgariser, expliquer, pour m'assurer que tout le monde est aligné sur ce que c'est qu'un SOC, les missions d'un SOC, et aussi comprendre les enjeux. Et après, je vais essayer de vous expliquer les challenges qu'on est en train d'adresser dans le cadre du programme. Et enfin, vous faire un peu peur et aussi vous permettre de vous rendre compte aussi des difficultés, des challenges auxquels on fait face pour utiliser de l'IA sur les opérations cyber. Donc, qu'est-ce qu'un SOC ? C'est une équipe dédiée, donc c'est des hommes et des femmes qui vont travailler de manière collective ensemble pour utiliser une technologie. Donc il y a de l'outillage, je pense que vous avez vu un panorama, il y a des acteurs qui offrent des solutions qui vont permettre aux acteurs, aux opérateurs du SOC, donc je vais parler d'opérateurs ou d'analystes de manière interchangeable, donc excusez-moi le mélange éventuellement pour ceux qui sont très pointus, qui vont dire c'est un analyste ou un opérateur, donc moi j'utilisais plutôt le mot opérateur. Et un process. Donc, il y a des process en place, notamment une organisation, des N1, N2, N3, des gens qui sont plutôt sur la partie détection, des gens qui sont plutôt sur la partie incident response, et ainsi de suite. Donc, de manière simple, c'est des gens qui vont de manière continue, perpétuelle, assurer des missions de monitoring, donc de surveillance, donc ceux qui ont en charge la collecte et l'exploitation des données des infrastructures, de détection, bien sûr. Donc, si on surveille, c'est pour une raison, et c'est la détection. D'investigation, parce que si on détecte quelque chose qu'on connaît, ça reste assez simple, mais souvent on est face à des situations qu'on ne connaît pas, donc l'investigation elle fait partie des missions du SOC. Et bien sûr, si on détecte et qu'on investigue, c'est pour répondre, pour endiguer et faire face à une attaque, et la partie réponse, elle est importante. Face à des menaces cyber, et ça vous l'avez compris. Donc je pense que vous êtes plus ou moins d'accord, et j'ai envie de dire que je m'en fiche un peu, parce que j'ai demandé à ChatGPT et qui m'a validé que la description elle est bien correcte. Donc, les opérations cyber de manière concrète, c'est détecter, surveiller et détecter. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le situational awareness. Donc, ça fait partie de la mission des opérateurs du SOC, c'est de comprendre ce qui se passe, c'est important. Et pour comprendre ce qui se passe, il va falloir qu'ils construisent ce qu'on appelle l'observabilité. L'observabilité, elle repose sur la capacité de transformer des données brutes en informations structurées et qui a du sens. La deuxième partie, c'est la partie réponse. Et la réponse, elle repose sur la capacité de contrôlabilité ou de steerabilité. C'est si on n'est pas capable d'agir sur le système, on n'est pas résilient parce qu'on va pouvoir subir des attaques. C'est comme se prendre des gifles sans pouvoir répondre ou se protéger. Donc la steerabilité, elle repose sur la capacité d'exploiter des informations construites pour prendre des décisions et déclencher derrière des actions. Et bien sûr, il y a une capacité complémentaire sur la partie investigation. Donc l'investigation repose principalement sur la capacité de capitaliser sur des événements qui ont déjà eu lieu, chez nous ou chez d'autres. Et la CTI, elle fait partie des éléments, c'est-à-dire que la CTI, soit je vais nourrir la CTI, je vais partager mon expérience avec les autres, soit je vais exploiter la CTI des autres et du coup l'utiliser pour que je puisse éventuellement me prémunir de menaces ou de situations auxquelles j'aurais pu faire face. Donc, bien sûr, vous imaginez, donc l'idée, c'était juste de donner un aperçu de la difficulté, de la complexité de la tâche, parce que c'est une mission qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est des gens qui sont mandatés de surveiller des infrastructures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour et nuit. Et ça, c'est important parce que les gens ont tendance à l'oublier. Donc, ils croient que l'opérateur SOC, c'est quelqu'un qui vient à 9h, il part à 17h. C'est des gens qui, parfois, travaillent en 3-8. Et du coup, la partie humaine, elle est importante. Et c'est sur ça qu'on va travailler beaucoup. Et c'est sur ça qu'on va mettre l'accent sur le talk.
Donc, c'est des gens qui sont submergés par de l'alerte, des incidents, parce que, comme j'ai dit, donc en gros, il faut répondre, il faut investiguer, il faut aller chercher de la CTI, comprendre ce qui se passe, rester affûté dans les domaines et du coup comprendre. Donc, c'est une charge très importante qui nous amène à proposer, en tout cas, ce qu'on a proposé, c'est d'essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à gérer ça. Et on les a résumés sous forme de les 7 péchés capitaux du SOC. Donc le premier, c'est le volume. Donc vous imaginez, donc c'est des volumes importants, croissants en termes de données. C'est des volumes qui viennent de l'intérieur parce qu'on a une digitalisation qui s'accélère et du coup des données qui remontent de différentes infrastructures, mais aussi des données qui viennent de l'extérieur, comme je l'ai dit, la CTI, donc le renseignement d'ordre cyber, il vient de l'extérieur, donc c'est des choses qu'il faut aussi digérer. Donc ça crée beaucoup de fatigue parce qu'on parle de volume et aussi parce que le volume aussi c'est un nombre d'alertes. Donc en moyenne, un SOC, un bon SOC, dites-moi si je me trompe, s'il arrive à traiter 50% des alertes, il est bien. Donc vous imaginez que vous pouvez traiter la moitié de ce que vous recevez comme alerte et il y a une frustration à la fin parce que finalement, vous allez savoir que vous avez perdu du temps sur une investigation qui n'a pas mené alors que vous êtes fait attaquer, vous avez eu un impact sur quelque chose que vous avez raté. Donc c'est très frustrant. Ça crée de la fatigue. Il y a aussi une vélocité, donc en gros, il faut prendre des décisions rapidement. On parle de secteur bancaire, on parle de système critique, de oil and gas, de énergie. Donc il faut répondre assez rapidement et ça aussi, ça crée beaucoup de peur auprès des opérateurs de se tromper, de rater éventuellement le signal faible. Une variabilité aussi en termes de technologie, donc comme vous pouvez l'imaginer, donc il y a quelques années c'était J2E, maintenant c'est du ROS, du Go, on a une explosion des technologies, des usages, du MCP, du A2A, je vais en parler, et tout ça, ça veut dire qu'il faut l'intégrer dans les process, les outils, et pouvoir aussi détecter des choses là-dessus. Une variabilité aussi, donc les systèmes évoluent, donc le périmètre évolue, donc on rajoute des devices, on enlève des devices, donc on fait du cloud, du edge, donc ça n'arrête pas de bouger. Et une véracité qui est difficile à trouver parce que, comme j'ai dit, donc ils utilisent beaucoup, les opérateurs, enfin, au niveau des opérations SOC, on utilise beaucoup l'IA, et l'IA, il n'y a pas d'IA qui fait du 100%. Donc il y a toujours un bruit, et quand il s'agit de volumes importants, même une IA, on a développé des IA à 99,99% de précision, ça reste quand même beaucoup de faux positifs à traiter. Enfin, la visualisation, qui est un élément important, je vais revenir là-dessus, c'est que la visualisation, elle a peu évolué, donc c'est des dashboards, on retrouve, excusez-moi si vous êtes un fournisseur de technologie, mais il n'y a pas de visualisation disruptive, ça propose les mêmes dashboards, que ce soit un fournisseur Y, la seule chose qui change, c'est dark mode ou mode clair, donc ça reste assez limité en termes de choix de personnalisation. Et enfin, la valeur, elle est très limitée parce qu'il faut corréler de la CTI avec des éléments qui remontent, et ça, c'est assez compliqué. Et est-ce que c'est prêt de s'arrêter? Finalement, malheureusement, non. En fait, les années à venir vont nous confirmer que la tendance va s'accélérer, notamment avec une connectivité qui n'arrête pas de s'accélérer. Donc, je vais schématiser. Donc, on est en train de digitaliser en largeur sur les verticaux, sur les secteurs. Donc, les digitalisations touchent de plus en plus de secteurs, mais aussi en profondeur. Maintenant, on est passé de l'IT à l'OT, à l'IoT. Donc, on est en train de rentrer très profondément dans les infrastructures, mais aussi vers le cloud. Et du coup, ça fait une expansion à une dimension infinie et surtout avec des technologies, notamment par exemple la digitalisation massive de l'IoT nous amène à basculer de plus en plus vers de l'IPv6 et ça pose problème et je vais en parler juste après. Deuxième aspect, c'est que l'IA. Là, maintenant, l'IA, elle est un peu partout. Donc, l'IA promet du zero touch, ça veut dire une automatisation, une autonomisation. Et ça, c'est aussi compliqué parce qu'on n'est pas capable de savoir, avec un déterminisme, l'activité normale de l'activité anormale. Et enfin, le post-quantique. Donc, il y a la crypto post-quantique qui arrive, même si le quantique n'est pas là, mais il y a des gens qui basculent vers de la crypto post-quantique, et ça amène un changement avec du legacy, avec des nouveaux certificats, avec de nouveaux chiffrements, méthodes de chiffrement, des méthodes aussi de communication des protocoles, et ça amène aussi beaucoup de perturbations. Donc voilà, si je zoome sur un exemple, par exemple, si on prend l'IPv6, c'est vrai que c'est l'angle mort que je trouve très rarement abordé sur les sujets cyber. Donc l'IPv6, c'est une nécessité, donc on est en train de transiter, les opérateurs ont transité. Si vous avez un téléphone mobile, vous êtes déjà sur l'IPv6, chez vous probablement. La France est leader sur le déploiement de l'IPv6. Et le problème, c'est que tout le monde ne bascule pas du jour au lendemain. Ça va prendre des années, des décennies de basculer de l'IPv4 à l'IPv6, notamment sur des contraintes legacy, de l'OT par exemple, de système industriel.
Et ça implique quoi? Ça implique qu'on va devoir gérer de l'IPv4 avec de l'IPv6. Ça veut dire qu'on va dupliquer les volumes, on va dupliquer les systèmes qu'on va monitorer, et ça crée beaucoup de volume aussi. Donc voilà, j'essaie un peu de mapper un peu les problématiques. Là aussi, en termes de IPv6, les contrôles, les contre-mesures sont bien définis, sont bien établis pour de l'IPv4, mais on peut faire du lateral movement en basculant de l'IPv6 vers de l'IPv4, et là, on a du mal à protéger éventuellement les systèmes. Il y a des outils qui nativement maintenant, les firewalls notamment, ils digèrent de l'IPv6, mais tout ce qui est SIEM et parseur et collecteur, il va falloir les retravailler. Et du coup, les solutions n'existent pas encore, certaines ne sont pas encore matures, et ça c'est un vrai problème. Là aussi, par rapport à la variabilité, donc on a dans l'IPv6, vous savez, donc il y a des adresses dynamiques, et du coup, ça permet d'avoir du doute sur l'attribution et surtout sur la corrélation entre asset et adresse IP. Et surtout, les gens ne sont pas formés, les opérateurs. Maintenant, les gens, si je leur dis, vous donnez-moi un DNS public, tout le monde va me sortir des DNS facilement. Si je vous demande de me donner une adresse IP en IPv6, je pense que vous aurez du mal. Vous n'avez aucune IPv6, et du coup, la familiarité, la facilité, la réponse, l'accélération de la réponse avec laquelle vous pouvez prétendre avec de l'IPv4, vous allez la perdre. Et du coup, ça, c'est aussi un problème. La véracité, donc on aura beaucoup de unknown hosts parce qu'on n'est pas capable de corréler de la CTI qui vient principalement en IPv4 avec des machines, des assets qui ont à la fois l'adresse IPv4 et l'adresse IPv6. La visualisation, j'en ai parlé, la plupart des outils maintenant ne sont pas prêts pour digérer de l'IPv6. Par exemple, les requêtes, les dashboards, tout ça, il faut aussi le repenser. J'en parle pour préparer, c'est pas le sujet principal, mais c'est pour en parler. Voilà, donc l'idée c'était juste de vous montrer que la difficulté avec laquelle on fait face aux opérations cyber va s'accentuer, va s'aggraver, va s'accélérer avec des problèmes qui sont malheureusement une nécessité, comme le quantique, le passage au quantique, comme l'utilisation de l'IA et comme le passage à l'IPv6. Donc, le programme Sibelia que je viens de présenter, il n'est pas là pour vous dire l'IA peut vous apporter des solutions. Je pense que vous avez eu plein de talks et vous êtes convaincus que l'IA a une valeur certaine pour améliorer les opérations cyber. Donc, l'objectif, nous, du programme, principalement, c'est de rendre ça opérationnel, de se dire, OK, on décide de utiliser de l'IA sur les activités du SOC, où et quand, à quel moment l'IA peut être utile dans une première partie. Et la deuxième partie, elle est sur comment être sûr que l'IA, elle est de confiance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ne passe pas sur une technologie qui est pas encore mature. Parce que c'est vrai qu'il y a une marche forcée en quelque sorte vers l'utilisation et l'adoption de l'IA. Donc, si je reprends mon modèle, il faut maintenant ouvrir le capot. Donc, si on ouvre le capot, vous voyez que finalement, le situational awareness, il repose sur des activités beaucoup plus complexes. J'ai simplifié, mais c'est un workflow un process qui est très complexe, pas compliqué, mais complexe. Donc, il faut remonter les données, collecter les données. Et bien sûr, quand je dis collecter les données, ça paraît anodin, mais il faut savoir où placer les centres, qu'est-ce qu'on collecte, à quelle fréquence, à quelle granularité. Transformer les données parce qu'on a des systèmes hétérogènes, comme j'ai dit, donc du legacy, du système moderne, émergent, technologie émergente, et stocker, bien sûr, sécuriser les données. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez, pour ceux qui sont familiers, vous avez compris que l'idée, c'est de passer de la donnée à l'information. Et pour passer de la donnée à l'information, du coup, on va faire de l'analytique. Donc, on va utiliser des algos de machine learning, des études statistiques, mais aussi de l'IA symbolique. Donc, les règles de détection que vous utilisez, événements, conditions, accent, c'est de l'IA symbolique. C'est des règles de l'IA, mais qui est beaucoup plus fiable parce qu'elle capitalise des règles humaines, c'est-à-dire c'est une transcription d'une connaissance humaine. C'est des choses qu'on sait caractériser. Et bien sûr, une fois qu'on a ces éléments-là, il y a une couche de visualisation. Donc, il faut se rendre compte de ce qui se passe. Il faut aussi être capable de quantifier l'impact. Ça aussi, les gens l'oublient. C'est que sur le flot d'informations, si on n'a pas un enrichissement par rapport à l'asset, si on n'a pas un enrichissement sur la capacité de comprendre qu'est-ce que ça implique, cette activité-là, sur cet élément-là, du coup, on peut ne pas prioriser des alertes qui sont à fort potentiel d'impact. Une fois qu'on a fait ça, en fait, il y a toute une partie response. Donc, la partie response, bien sûr, il y a la partie organisation de la communication, gestion de crise, mitigation, sélection des plans de mitigation avec la partie playbook. Donc, les process sont plus ou moins en place. Mais il y a quand même toute une activité de identifier les playbooks, définir les playbooks, les prioriser. Et, encore une fois, là aussi, c'est très peu fait. C'est la partie quantification de l'impact. C'est-à-dire, parfois, la réponse à l'incident, elle est plus grave que l'incident lui-même. Si je bloque un flux critique, je peux créer un suraccident. Et ça, c'est parfois voulu.
Et enfin, la partie capitalisation, c'est de la CTI, donc c'est d'investigation numérique, du hunting, du reporting, qui est aussi parfois très, excusez-moi du terme, chiant à faire pour les opérateurs. Donc l'IA, elle peut aussi apporter beaucoup de bénéfices. Donc, vous retrouvez vos petits avec les codes couleurs. Et si on regarde donc, du coup sur la question quand et à quel moment, où et à quel moment l'opérateur cyber peut utiliser l'IA, en fait, on se rend compte qu'il y a 3 dimensions. On parle d'opérateurs cyber, donc on parle d'hommes et de femmes, c'est des humains. Donc c'est important de comprendre comment un opérateur va pouvoir travailler, parce que, encore une fois, ce qu'on voudrait, c'est de l'aider sur son activité. Donc on ne peut pas aider quelqu'un si on ne comprend pas comment il fait les choses. La deuxième chose, c'est donc le modèle de raisonnement, il est important. La deuxième chose, c'est la notion d'attention. C'est des gens qui ont leurs yeux rivés sur des écrans 24 heures sur 24, bon, 8 heures pour certains, voire plus quand il s'agit de crise. Donc, c'est des gens qui ont leurs yeux rivés sur les écrans. Et ça veut dire que l'attention, elle est importante. Parce que si je rate une information, parce que ça défile à une vitesse et parfois, c'est tellement, il y a une vélocité tellement importante qu'on peut rater des choses. Donc, l'attention, elle est importante. L'économie de l'attention, le modèle d'attention, il est important. Troisième chose, c'est les interactions. Donc, ce n'est pas des gens, comme j'ai dit au début, c'est une équipe, c'est des hommes et des femmes. Et c'est des gens qui travaillent de manière collective. Et là aussi, il faut comprendre aussi quand est-ce que l'opérateur travaille seul, quand est-ce qu'il travaille avec les autres. Donc ça nous donne 3 dimensions, 3 modèles. Un modèle cognitif, un modèle d'attention et un modèle d'interaction. Donc pour le modèle cognitif, on s'est inspiré de la théorie de Kahneman. Ceux qui connaissent, lèvent la main. Très peu. Donc c'est une théorie d'un sociologue, psychanalyste, qui a théorisé comment l'humain réfléchit. Et du coup, il a théorisé le fait qu'un humain, il a 2 cerveaux, 2 catégories de cerveaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont séparés à droite ou à gauche, hein, mais ils sont intermêlés. Donc, le système 1, qui est automatique, qui est rapide, qui est limité, c'est-à-dire il est très rapide et automatique sur les choses qu'il connaît. Et émotionnel, c'est-à-dire qu'il est sujet au stress, à la pression. Donc, le système 1, vous avez compris, on a fait des études, on a regardé, il est fait principalement pour décider et réagir. Donc, il faut que ça se fasse rapidement. Le système 2, il est un peu plus intéressant parce qu'il est rationnel, donc il va essayer de comprendre, de chercher les choses. Il est par contre lent, il est ouvert, ça veut dire qu'il peut apprendre de nouvelles choses, donc il peut intégrer de nouvelles choses, et du coup, il peut proposer de nouvelles choses, donc il est intéressant. Et par contre, il travaille de manière très concentrée. Donc, celui-là, il est là principalement pour comprendre et analyser. Et vous avez déjà compris que la compréhension, elle fait partie des choses qu'il faut faire très rapidement. Parce que plus on comprend bien la situation, plus la réaction, elle est appropriée, elle est rapide et elle est bénéfique. Et on voit très bien qu'on a déjà un premier goulot d'étranglement. Bien sûr, les deux interagissent et il y a du passage. Une fois qu'on a découvert quelque chose qu'on a maîtrisé, on la transfère en système 1 et du coup, on devient très, 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 très rapide. Donc, si on doit schématiser, donc, quand on s'agit de situations très critiques où il faut rapidement réagir, c'est système 1 en général qui entre en jeu, qui est automatique, qui est rapide, et ça veut dire qu'il a des automatismes, des réflexes qui peuvent parfois l'induire en erreur. Et quand on a une situation un peu plus sophistiquée, avec une APT ou une attaque targeted, il faut système 2 parce qu'il va devoir faire de l'investigation, la réponse attendra, et il faut être capable aussi de pouvoir s'assurer qu'on a bien compris la situation. Donc, là aussi, vous avez compris, ils ont chacun leurs limites. Donc, le système 1, il est rapide mais limité et surtout sujet à la pression et au stress. Et le deuxième, il est lent et il est concentré. C'est-à-dire, là aussi, c'est la transition vers l'attention. C'est-à-dire, pour utiliser le système 2, je dois être concentré. Et l'attention, elle est importante, elle est clé, elle est primordiale. Donc, l'attention, les dashboards, donc j'en ai pris quelques-uns au hasard sur Internet, des captures d'écran. Vous voyez, ça ressemble plus ou moins à la même chose. Donc, on voit très bien qu'on ne peut pas regarder qu'une seule chose, il faut regarder plein de choses. Et c'est ça qui nous a amené à étudier le modèle de l'attention. Donc, le modèle de l'attention, en fait, il y a des gens qui l'ont théorisé, donc on ne va pas réinventer la roue. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est juste catégoriser. Donc, on estime qu'il y a 2 familles d'attention. Donc, il y a les high attention, l'attention soutenue, importante, et les low attention. Dans les low attention, on a 2 types d'attention. On a l'attention alternée et l'attention divisée. Je vais donner des exemples. Et dans le high attention, on a de l'attention qui est soutenue et de l'attention sélective. Donc si je prends par exemple l'attention alternée, vous avez l'exemple, c'est-à-dire un opérateur qui doit alterner entre endiguer une attaque en cours, faire de l'analyse de cause racine, de root cause analysis, et revenir aux opérations. Donc vous voyez très bien que je suis en train d'alterner entre différents outils, différents dashboards et différentes activités.
Pour l'attention divisée, souvent les gens sont sur Slack ou sur un système de messagerie. Donc, quand ils gèrent les situations, ils doivent à la fois discuter avec l'équipe Incident Response, regarder la télémétrie de l'EDR, suivre l'exécution des soirs. Vous voyez très bien que sur un moment donné, je suis obligé de faire plusieurs choses en même temps. Sur la partie soutenue, vous imaginez, pour certaines activités, quand je dois surveiller un incident ou un signal faible, je dois maintenir mon attention sur un stimuli particulier pour une durée un peu importante. Et enfin, pour la partie sélective, je peux choisir d'isoler un incident, un événement particulier, pour pouvoir l'investiguer de manière beaucoup plus détaillée. Donc ça nous donne plusieurs... C'est une duplication de la slide, pardon. Donc ça nous donne plusieurs modes d'attention. Et enfin, pour résumer, donc l'attention alternée va casser notre attention parce qu'on va alterner. L'attention divisée va surcharger l'attention. L'attention soutenue va fatiguer parce qu'on ne peut pas soutenir l'attention. Vous savez, les formats TED, ils ont été proposés sur 18 minutes parce que les gens ne peuvent pas se concentrer au-delà de 18 minutes, 20 minutes. Et l'attention sélective va nous aveugler parce qu'on va choisir une zone et on va forcément ne pas voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, la troisième dimension, c'est l'interaction. Là aussi, j'ai demandé l'aide de ChatGPT qui m'a fait de jolies illustrations. Donc, on a le mode limité, c'est-à-dire l'opérateur, souvent, notamment N1, ils sont seuls, ils ont leur process, leur workflow, ils travaillent seuls et ils savent gérer la situation seuls. Parfois, on a des situations un peu plus compliquées. Ceux qui travaillent dans les SOC, vous avez des îlots, donc ils sont en team. Donc, ça discute, ça échange, ça partage des choses. Et du coup, c'est collectivement qu'on fait face à l'attaque. Et un mode beaucoup plus intéressant, notamment quand on travaille sur des problématiques OT, donc de l'informatique industrielle, notamment avec RTE qui est un partenaire. Donc RTE, ils ont le CORSEN, donc le centre de supervision à Bretigny, qui regroupe à la fois les gens du métier, les gens du réseau, les gens de la cyber. Parce que pour traiter une situation cyber, pour pouvoir réagir, et déjà pour comprendre, il y a beaucoup de notions métiers, donc c'est important de pouvoir collaborer et échanger avec les autres. Pourquoi c'est important? Parce que vous l'aurez compris, quand on est seul, ça veut dire qu'on a tous les outils, tous les moyens pour pouvoir gérer la situation seul. Quand on est en collectif, ça veut dire seul, on ne peut pas faire face, et c'est un goulot d'étranglement, parce que je dois attendre, je dois me synchroniser. Et quand on est avec d'autres personnes du métier, là aussi, c'est un autre goulot. Donc tout ça, ça fait partie d'un papier qu'on a publié donc, dans un symposium sur l'IA, la collaboration humain-IA. Il est en open access, donc vous pouvez le trouver, dans lequel on a remis l'architecture un peu sur les fonctions. Donc on a mis une nomenclature, un modèle de référence de toutes les fonctions de l'opérateur cyber. Et c'est pas ça le résultat le plus important. Le résultat le plus important, c'est on a tagué les activités en fonction du mode d'interaction, de l'attention et de la charge cognitive. Et sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas de workflow ou on n'a pas de goulot d'étranglement. C'est-à-dire pour pouvoir détecter et réagir, on est obligé de passer soit par du slow thinking, soit par du travail collaboratif, et ça ralentit le process. Donc, les résultats, on a étudié ça avec les opérateurs, bien sûr. Donc, les résultats montrent qu'il y a quand même, sur toutes les activités, sur les 29 fonctions que doivent porter les équipes du SOC, il y a quand même beaucoup d'activités qui sont très intenses cognitivement, donc, et aussi en termes de collaboration. Ça se trouve en haut à droite. Et l'intuition qu'on voudrait, bien sûr, il y a des pourcentages qui sont communiqués. L'intuition qu'on voudrait, nous, c'est que l'IA, l'avantage de l'IA, et à quoi l'IA devrait contribuer, c'est de nous amener à réduire l'attention, c'est-à-dire passer du high attention à du low attention ou du low attention à du no attention, c'est-à-dire les choses qui sont no attention, ça veut dire que c'est des choses que je peux automatiser. Je peux complètement déléguer à l'IA. Je n'ai pas besoin qu'elle me propose des choses et que je décide. Elle peut décider elle-même. Les choses où je passe du high attention au low attention, ça veut dire l'IA va accélérer ma réflexion, donc va m'aider, me proposer, me suggérer des choses, et c'est moi qui déciderai. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque et je ne peux pas lui déléguer complètement. C'est une incertitude. Sur le thinking, pareil, donc l'IA va accélérer la réflexion. Donc, j'imagine que vous, maintenant, vous êtes convaincu que quand vous avez une idée déjà en tête, ChatGPT va vous accélérer la réflexion. Parce que vous avez déjà, vous lui donnez un bullet point, et vous rédigez un texte, vous le retravaillez et tout, donc ça va plus vite. C'est indéniable. Donc, là vient la question,
est-ce qu'on veut remplacer les opérateurs? Parce que c'est une crainte qu'on a dans l'effectif, dans le partenariat des opérateurs. Et bien sûr, on comprend, c'est une considération éthique, c'est-à-dire on ne va pas apprendre à l'IA à nous remplacer. Et ça, c'est posé pour les robots, ça se pose pour l'IA, et ça s'est posé il y a 100 ans pour l'industrialisation pour les machines, et ça va se poser aussi pour l'IA. Et je ne sais pas qui connaît la personne. Non. Non. C'est Geoffrey Hinton, qui est connu comme étant le père fondateur de l'IA, un des pères fondateurs de l'IA, tout le monde maintenant est père fondateur. C'est un chercheur américain, et bon, je pense qu'il connaît son sujet, parce qu'il a eu le prix Turing et un prix Nobel. Donc je pense qu'il sait de quoi il se parle. Donc en 2016, il a dit « People should stop training radiologists now ». Donc il avait prédit qu'en quoi il n'y aurait plus de radiologistes, et que les gens, il faut qu'ils arrêtent de former des radiologistes. Bon, le constat est fait qu'on n'en est pas encore là. Heureusement, comme il est intelligent et qu'il y a eu quelques scandales qui l'ont rappelé ce qu'il a dit quelques années plus tard, ben, il s'est corrigé, il est intelligent par rapport à ça. Et je pense qu'il a dit quelque chose d'intéressant en 2025, c'est qu'il a dit que la combinaison de IA et de radiologie, donc il a changé sa position en disant finalement on n'est pas encore prêt, on ne sera pas prêt du jour au lendemain, donc l'IA ne va pas remplacer les humains, mais l'IA va permettre d'avoir un teammating, une collaboration avec l'humain. Et l'idée, c'est de voir comment, avec l'IA, on peut être plus efficace et faire moins d'erreurs. Et c'est exactement ce qu'on voudrait, c'est la position un peu qu'on prône dans le cadre de Sibelia. Donc, pourquoi l'humain et l'IA sont complémentaires? Parce que, bon, je vais passer rapidement la slide. Déjà, sur le traitement des données, donc l'humain traite des informations. On peut pas, mais il n'y a pas d'humain qui puisse digérer du binaire. Hein. Bon, on peut comprendre un ou deux mots, mais ça a ses limites. Donc l'IA, elle est plutôt data, donc elle est très bonne. C'est pour ça, je pense qu'il avait prédit que les radiologistes, parce que c'est des images, et je pense que l'IA, elle est mieux discriminante que l'humain sur des images. Mais par contre, ça a ses limites. Donc l'humain, il a les connaissances, il a l'information. Le calcul, la capacité de raisonner, bah, vous imaginez, l'humain, il a une capacité très limitée, donc il est aussi sujet à la pression, autant au stress. Et par contre, l'IA, elle a un problème de sémantique, donc elle peut se tromper, donc on a vu les hallucinations et l'ambiguïté qu'il peut avoir. Enfin, en termes d'output, l'humain en général, il décide, il prend des actions, alors que l'IA, l'humain prend les actions, donc acte, et l'IA peut aller jusqu'à la décision. Donc, si on revient, ce qu'on veut dans le cadre du programme Sibelia, notre ambition, c'est bien sûr de reprendre notre modèle et de se dire qu'est-ce que ça donnerait si, au lieu d'avoir des briques technologiques hétérogènes legacy, ben, on va mettre une couche d'IA, de l'agentique bien sûr, de l'IA générative, mais aussi de l'agentique, pour pouvoir remédier à une partie des difficultés, parce que ce n'est pas miraculeux, donc on va toujours avoir des problématiques. Pourquoi c'est important aussi d'être conscient aussi du risque? C'est qu'il y a une étude de 2024 qui montre on a mis ensemble une IA et un humain pour prédire, pour classifier des données. Donc vous voyez ici, en noir, c'est tout ce que l'IA était capable de bien classifier. C'est-à-dire, on va dire, bien classifier des attaques ou des anomalies. Ça, ce n'était pas l'exemple, mais bon, vous pouvez le voir comme ça. Donc vous voyez qu'il y a une partie que l'IA sait faire, il y a une partie que l'humain sait faire, ce qui est en gris. Donc l'humain sait faire, sait prédire mieux que l'IA sur certaines choses. Et il y a des choses qui sont un peu communes. Ah, vous ne voyez pas. Donc tout ce qui est là, c'est du gris. Désolé, le contraste ne permet pas de montrer. Donc tout ce qui est là, c'est du gris. Ça, c'est mélangé gris et noir. Gris et noir, ça veut dire les deux sont capables de prédire. Le gris, c'est l'humain qui est capable de prédire. Et le noir, c'est l'IA qui est capable de prédire. Et ce qu'il faut regarder aussi, il y a du rouge, c'est-à-dire que ni l'humain, ni l'IA n'étaient capables de prédire. Et quand on a fait travailler ensemble l'IA avec l'humain, ben en fait, on a quelque chose qui est plutôt positif, c'est qu'on a conquis des territoires qui n'étaient pas encore conquis, notamment les points rouges qui sont devenus verts maintenant. Donc on est capable de prédire des choses et mieux caractériser des situations. Mais il y a aussi une capacité d'augmentation de l'humain. L'humain, à force de travailler avec l'IA, donc maintenant il sait détecter des choses et du coup il l'a appris. Il y a une capacité aussi d'avoir un bénéfice humain-IA, ce que je montre ici. Mais par contre, ce que je voulais souligner, c'est le risque. C'est-à-dire il y a des choses que l'humain seul pouvait faire, il y a des choses que l'IA seul pouvait faire, il y a des choses que l'humain et l'IA seul pouvaient faire, et qu'en les mettant ensemble, ils n'ont pas été capables de le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel de régression. C'est-à-dire parfois, je mets une IA avec un humain, elle va l'induire en erreur, et du coup, elle va le ralentir, ou elle va le gêner plutôt qu'autre chose. Donc, l'objectif, bien sûr, vous l'avez compris. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette slide-là, mais l'idée, c'est de voir dans quelle situation on peut
exploiter l'IA, et notamment nous, on se base sur deux situations auxquelles font face les opérateurs. C'est les known et les unknown. C'est des situations qu'on connaît et des situations qu'on ne connaît pas. Donc, dans les situations qu'on connaît, il y a les known, des choses qu'on sait comprendre, qu'on sait caractériser. Il y a des situations qu'on sait comprendre mais qu'on ne sait pas caractériser. Et vous avez compris, il y a 4 situations possibles entre ces éléments-là. Et on a proposé 4 niveaux d'autonomie. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir one size fit all, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas possible. Une IA qui puisse gérer toutes les situations, ce n'est pas possible. Et aussi, un mode d'interaction, un mode d'utilisation de l'IA qui puisse gérer toutes les situations, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le framework qui est présenté dans le papier. Et se pose la question, OK, on part là-dessus, donc on a des industriels qui disent, OK, on va essayer de aider nos opérateurs, on va essayer de rendre leur vie plus facile ou en tout cas plus agréable et de pouvoir rendre aussi leur travail beaucoup plus efficace. Et quand on va vouloir utiliser de l'IA sur le workflow du travail dans l'opérateur SOC, se pose la question du make or buy. Donc bien sûr, je ne vais pas parler beaucoup du buy parce que le buy, il coûte très cher, il va coûter de plus en plus cher. Donc on a vu les licences qui commencent à grimper et ça ne va pas s'arrêter. Et il y a aussi un enjeu de souveraineté et de confiance. C'est-à-dire que quand je vais acheter une solution clé en main, forcément, il y a un risque, ça va me coûter très cher, mais aussi, ça va aussi avoir des conséquences en termes de souveraineté, mais aussi en termes de confiance. Par contre, le make, bien sûr, ça va nécessiter du temps. Donc, c'est pour ça le programme Sibelia, il est là pour accélérer la feuille de route, pouvoir accélérer ce sujet-là. On a une meilleure confiance parce qu'on va ouvrir la boîte noire, donc on va pouvoir savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va nécessiter des ressources, et vous avez vu les RAM, les GPU, donc tout ça, ça a grimpé, et aussi des compétences. Et l'objectif, bien sûr, c'est de réduire le coût et de réduire le risque par rapport à ça. C'est-à-dire que l'objectif, bien sûr, c'est... j'ai mis en rouge les deux aspects, c'est-à-dire le process et les ressources à former, ça s'applique aux deux. C'est-à-dire qu'on achète une solution ou qu'on la développe, ça va s'appliquer aux deux. Donc, quand on va sur le make, j'ai pris l'exemple. Awa, ma collègue qui est ici, je voulais lui envoyer un mail pour dire on se voit avant le Cyber Show pour se parler et se synchroniser. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger, d'envoyer un mail à Awa pour lui expliquer qu'on se verrait avant. En fait, il était bon, il m'a généré le mail. Par contre, la seule chose qu'il me proposait, c'était soit de copier le mail, soit de m'ouvrir un lien vers mes clients de mail pour que je puisse l'envoyer. Et ça, c'est les limites de l'IA générative actuellement, c'est qu'elle ne va pas agir, elle va vous aider, vous assister, alors que nous, on voudrait automatiser le workflow et de pouvoir faire en sorte que l'IA puisse éventuellement traiter des situations. Donc j'ai essayé de faire le stupide, donc du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux l'envoyer? Et là, la réponse était sans équivoque, non, je ne peux pas. Et c'est ça un peu ce qui nous amène à la partie comment et comment est-ce qu'on arrive à déployer ça. Donc, le comment, c'est que, vous l'aurez compris, il faut que l'IA générative, donc Claude, ChatGPT, Mistral, puisse avoir des API, puisse avoir des connexions avec des systèmes pour pouvoir rendre actionnable et agir sur les systèmes. Et c'est pour ça, en fait, au lieu d'avoir une multiplication des protocoles et des modes de communication, il y a Entropy qui a proposé il y a quelques temps le MCP, donc le Model Context Protocol, qui est un protocole qui permet de rationaliser, d'uniformiser l'accès aux API. Donc, en gros, si on revient sur l'architecture, on a l'opérateur. Donc, la démarche d'architecture, c'est l'opérateur qui va, en fonction, et c'est là un peu le secret industriel sur lequel on travaille, c'est en fonction d'une caractérisation d'une situation, avoir des niveaux d'autonomie, des niveaux de délégation sur l'ensemble de la chaîne de valeur des activités qu'il va pouvoir opérer. Et ce niveau de délégation va impliquer différentes instantiations d'agents qui vont pouvoir le remplacer ou l'aider, l'assister sur ses activités. Donc bien sûr, chaque agent est responsable d'un workflow parce que c'est pas magique. Donc l'IA générative, elle va pouvoir accélérer les choses, mais ça reste quelque chose qui dépend aussi des applicatifs, donc des outils qui existent et notamment des algorithmes de machine learning. C'est pas l'IA générative qui détecte les anomalies. Donc si vous voulez faire de la détection sur des DNS learning ou quelques types de patterns, c'est pas l'IA générative qui le fait. C'est d'autres modèles qui sont beaucoup plus précis, qui sont beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus diversifiés. Par contre, l'IA, elle est capable de améliorer l'interaction, l'efficacité et surtout d'améliorer les situations, de comprendre les situations où s'applique éventuellement quel algorithme. Et bien sûr, la troisième couche, c'est le MCP, c'est-à-dire que l'agent
interface va communiquer avec une myriade d'agents et les agents vont pouvoir interagir avec des systèmes et ça donne, pour ceux qui sont assez anciens, ils se souviennent du web service, de l'orchestration de web service, donc ça ressemble beaucoup, donc on voit très bien que c'est le même schéma qu'on est en train de reprendre. Donc bien sûr, pour mettre en place toute cette architecture-là, il faut des frameworks. Et du coup, on a regardé pas mal de frameworks. Donc, il y en a qui sont ouverts, d'autres qui sont fermés, d'autres industriels, payants. Donc, nous, on a regardé notamment N8N, donc qui permet de définir un workflow, d'automatiser l'ensemble de la chaîne de valeur. Le souci, c'est que, voilà, je ne sais pas si vous avez regardé récemment, donc N8N a été sujet d'une vulnérabilité sur du RCE récente, de niveau 9 ou 10, qui permet d'accéder à des informations sensibles ou d'escalader au niveau d'instance à des privilèges beaucoup plus élevés. Donc, le make it, il est bien, mais par contre, on est confronté à des problématiques assez importantes. Sur le MCP, donc je l'ai rebaptisé Malicious Control Protocol, là aussi, on a pas mal d'attaques qui viennent de serveurs MCP malicieux, donc on est capable maintenant très rapidement de déployer un serveur MCP. Le déploiement d'un serveur MCP passe par la diffusion d'un certain nombre d'outils, donc en gros chaque MCP il va diffuser les outils qu'il va pouvoir offrir et après l'IA elle sera induite en erreur parce qu'elle va l'utiliser systématiquement et ça peut aussi créer des problèmes parce que je peux avoir une utilisation malveillante, donc je peux forcer une IA à me donner des informations ou à passer par des process ou un applicatif malveillant de façon malicieuse. Donc, je vous invite à aller voir l'article de blog de Microsoft sur le prompt injection qui est facilité et qui passe par le MCP. Et bien sûr, ça a été récemment, donc vous voyez la date, c'est le 20 janvier, donc ça a été patché en douce par Anthropic pour ne pas faire beaucoup de bruit sur cette vulnérabilité. Ça c'est juste la partie IA générative, c'est la partie techno, application de l'IA générative. Bien sûr, les modèles d'IA, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, eux-mêmes, ils sont sujets à des manipulations. Il y a toute une littérature, ce qu'on appelle le adversarial machine learning, donc le machine learning adverse. Bien sûr, il y a le data poisoning, donc il y a beaucoup de personnes maintenant qui utilisent beaucoup les données compromises pour pouvoir entraîner des modèles de manière malveillante et déclencher une attaque à souhait. Il y a bien sûr l'évasion de systèmes de détection, donc avec un exemple adverse, on est capable de faire passer un vrai positif en faux positif et un vrai négatif en faux positif. Il y a aussi deux autres modèles d'attaque qui sont très connus, notamment l'extraction. Donc on est capable de voler des secrets industriels et ça c'est important parce que les gens investissent beaucoup d'argent, notamment des PME, des startups pour entraîner et déployer un modèle d'IA. Et juste en interagissant avec le modèle d'IA, on est capable de voler les paramètres et de pouvoir éventuellement dupliquer le modèle. Et enfin, ça concerne plutôt la privacy. Le dernier, c'est l'inférence. C'est-à-dire avec un modèle d'IA, je suis capable d'inférer et d'apprendre des informations sur le modèle, les données initiaux qui ont été utilisées et du coup révéler des secrets industriels. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, donc il nous reste 2-3 minutes. Je vais m'arrêter sur ce que j'appelle le paradoxe de la loi de Roy Amara, qui est aussi un autre chercheur américain, qui dit qu'on a tendance à surestimer l'impact de la technologie à court terme et de sous-estimer l'impact de la technologie à long terme. Et je pense que c'est ce qui se passe maintenant avec l'IA générative, c'est que maintenant les gens ont des fantasmes sur l'actionnabilité, la capacité de l'IA à remplacer. Il y a des boîtes qui ont viré des gens et après ils ont dû les réembaucher. Donc ils ont été un peu trop enthousiastes. Je pense que c'est une évolution, donc ça va venir. Par contre, c'est pas aussi simple qu'on le dit et déployer ça sur des organisations comme un SOC de manière efficace, à moindre coût, mais aussi on parle de soutenabilité, frugalité de données et aussi en termes de confiance, former les gens, ça prend du temps. Et si vous voulez plus de détails, rejoignez le programme Sibylla si vous avez la capacité, sinon contactez Systemix pour éventuellement des échanges et des collaborations. Merci à vous.